Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis François-José Viallon, partenaire chez Scale to Sell. On accompagne des entreprises à passer des paliers de performance. Aujourd'hui, j'accueille Pierre de Strapi. Salut Pierre. Salut François-Joseph, merci beaucoup de m'avoir aujourd'hui. Bon, tu vas bien? Très bien, pleine forme. Toi, tu es toujours en vadrouille. Tu vas nous expliquer ça, mais je te laisse te présenter et nous parler de Strapi pour commencer. Alors Strapi, c'est un CMS open source. Donc CMS, ça signifie Content Management System. C'est un type de logiciel, d'outil qui permet de gérer du contenu. Donc typiquement, si tu vas sur le site adidas.com, tu vois des produits, un menu, des articles de blog, des pages, etc., etc. Eh bien, tout ça, il faut que ça puisse être modifié. Et donc l'équipe Adidas, dans cet exemple, a accès à un back-office qui permet de gérer tout ce contenu. Et donc, c'est ça qui est un CMS, c'est vraiment cette partie back office. Et typiquement, en l'occurrence, c'est Strapi qui utilise Adidas. Les CMS, c'est un type d'outil qui existe depuis longtemps, puisque on se doit de gérer du contenu depuis la fin des années 90, hein, puisque au début le contenu il était vraiment dans le code, mais il fallait que les équipements techniques puissent le mettre à jour. Mais c'est un logiciel qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, ou décennies, devrais-je dire, surtout depuis début 2010, puisque le contenu ne doit plus être géré seulement sur des sites, mais aussi sur des applications mobiles, sur des distributeurs à billets, sur tout un tas d'objets connectés. Et surtout, la manière de créer un site internet a beaucoup changé. Les développeurs utilisent des technologies beaucoup plus modernes, on appelle des frameworks front-end, qui s'appellent React, Vue.js, etc. Ça, c'est vraiment pour la partie technique. Et en fait, ces nouveaux outils ont fait que là où les CMS traditionnels permettaient à la fois de gérer du contenu, mais aussi de l'afficher, puisqu'ils géraient toute la partie visible du site, et ben, ça a été un peu scindé en deux parties il y a une dizaine d'années, et ça a donné naissance au Headless CMS, au CMS donc sans tête, puisqu'il ne gère pas la partie affichage, mais uniquement la gestion de contenu avec ce back-office et ils rendent ce contenu accessible via une API que n'importe quel outil, n'importe quelle plateforme peut requêter. Et donc, Strapi, c'est un CMS, c'est un headless CMS et il a la particularité d'être open source et d'être le numéro un en headless CMS open source. Un de vos concurrents, du coup, enfin, si on devait donner une image, vous êtes la partie arrière de WordPress. Tout à fait. On a la partie interface d'administration de WordPress, Ok, mais en super. mieux. J'en doute pas. Bah, tu vas nous expliquer. Et justement, comment vous êtes arrivé à créer ce CMS? Pourquoi? Et comment vous êtes mieux aujourd'hui que les autres? On est trois cofondateurs, Aurélien, Jim et moi. Et il y a une dizaine d'années, on était étudiants. Et pendant nos études, on a fait beaucoup de sites pour des clients. Parce on travaillait en tant que freelance pendant nos études pour gagner un peu d'argent. Et donc, on a beaucoup utilisé de CMS traditionnels, dont celui que tu as cité. Mais malheureusement, on en a vu les limites. On voulait quelque chose qui était justement idéal pour les frameworks front-end que j'ai cités précédemment et qui commençaient à devenir très populaires à l'époque. On était aussi des développeurs front-end qui faisions du JavaScript toute la journée. La plupart des CMS étaient plutôt sur des langages de programmation comme PHP. Et sans entrer dans le débat des langages de programmation, nous, ce qu'on voulait absolument, c'est utiliser un seul langage de programmation. Je crois qu'on était un peu feignant, on voulait utiliser tout le temps le même langage. Et, euh, et il se trouve qu'il y avait l'émergence d'une technologie qui s'appelle Node.js à cette époque, qui permettait justement de faire tourner JavaScript côté serveur. Sans entrer dans les détails techniques, voilà, on a voulu faire un outil donc qui était un CMS, qui était basé sur une API pour être compatible avec ces frameworks front-end que j'ai cités et qui était basé sur le langage de programmation JavaScript. Donc c'est comme ça qu'on a eu le besoin, on l'a créé pour nous dans un premier temps et on l'a publié sur GitHub en octobre 2015 en tant que projet open source. Et c'est là qu'on a commencé à avoir des utilisateurs et c'était assez incroyable de voir des gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait et qui l'utilisaient même pour de vrais projets et qui ont commencé à demander plus de fonctionnalités, etc. Et donc on a maintenu le projet le temps. Vous étiez à quelle école quand vous avez commencé de développer Strapi? Éthique, Hetic, c'est une école qui est située à Montreuil, juste à côté de Paris.
et c'est une école du numérique. Donc c'est une école où on apprend à coder, mais aussi à faire un peu de web design, du web marketing. Et donc on a des profils assez généralistes. Je prétends pas qu'on soit les meilleurs développeurs, surtout maintenant qu'on a recruté des personnes meilleures que nous dans l'équipe. Mais en tout cas, ça nous a permis de construire là les premières versions de Strapi et aussi bah, de faire un peu de design, de faire un peu de marketing. Et ça nous a beaucoup aidé d'être bien généraliste. Bon, et du coup, aujourd'hui, Strapi, c'est combien de personnes, combien d'utilisateurs, dans combien de pays et qui font quoi avec Strapi? On est 65 personnes dans l'équipe, dans 12 pays différents. On est en 100% télétravail. Et on a à peu près 60 000 utilisateurs actifs tous les mois. Euh, ouais, c'est même un peu plus que ça. Je fais plutôt référence au nombre de projets. Donc bon, voilà, ça donne une idée. Et parmi nos clients, on a Airbus, Adidas, euh, Amazon et beaucoup d'autres, beaucoup que je peux malheureusement pas citer. Est-ce que j'ai répondu à toute la question? Qui font quoi avec? Donc, c'est leur site internet grand public, c'est des back-office. C'est qu'est-ce qui est géré aujourd'hui dans Strapi? Alors, les principaux cas d'usage, ce sont en effet des sites. Donc, le site .com d'une entreprise. Dans les sites, j'inclus également les sites e-commerce. On gère pas forcément la partie e-commerce. Il y a des CMS comme Shopify, etc., qui le font très bien. Et d'ailleurs, je mentionnais Adidas, ils ont un outil pour gérer toute la partie gestion de produits, etc. Mais ça se combine très bien avec un CMS pour gérer tout le reste du contenu, dont le menu, un slider, le contenu d'une page d'accueil, etc. Euh, donc ça, ce sont les sites. Et on a aussi souvent des applications internes qui sont faites. Ça peut être un portail interne pour partager de la communication. Euh, aux employés d'une équipe. Et ça peut être tout simplement des applications plus internes, des web apps, des applications mobiles. Et dans ce cas-là, on est sur un usage un petit peu plus back-end as a service. Aujourd'hui, vos API, elles sont consommées majoritairement par du web ou par du mobile? Web, Web. ouais, plus de 75%. D'accord, donc on reste encore sur un gros trafic web. Est-ce que, voilà, comment vous êtes passé de Alors, 3 personnes je réponds à la question en disant site versus application mobile. Mais après, ces sites, ils sont sûrement visités à par peu du près responsive? à 50% par du responsive, voilà, du mobile. D'accord. Comment vous êtes passé de 3 personnes à 65 personnes? Quelles ont été les grandes phases de développement de l'entreprise? Comment de 3 personnes qui étaient avec un projet GitHub qui commence à être utilisé par d'autres, on en arrive à une entreprise qui fait du chiffre d'affaires? Alors, j'ai mentionné 2015 tout à l'heure pour la sortie du projet sur GitHub. L'histoire, elle a vraiment commencé en 2018 quand on a fait notre tour de Précide avec Kima Ventures et BPI France. C'est là qu'on a pu commencer à recruter quelques personnes. Donc, ça a vraiment aidé parce qu'on a pu aller chercher des compétences qu'on n'avait pas forcément. On a pu aussi bah, tout simplement euh, se décharger un petit peu de la charge de travail qui commençait à beaucoup monter. Et donc, on a recruté un premier développeur, une personne en marketing, puis d'autres développeurs. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Un an après, on a levé un tour de seed avec Stride VC et Axel. Et 6 mois plus tard, Index Ventures a préempté notre série A. Ça, c'était tout début 2020. Le Covid est arrivé, on est passé en télétravail complet. Et en fait, tout s'est accéléré. 2020, c'est une année où on a recruté beaucoup puisqu'on venait justement de lever coup sur coup le seed à la série A. Et on a ensuite levé une série B début 2022. De 2018 à 2022-2023, l'équipe elle a doublé tous les ans. C'était une phase qui a été très intense. On a la chance d'avoir levé beaucoup de fonds rapidement, euh, mais ça nous a aussi fait recruter peut-être plus vite qu'il le fallait parfois parce que bah voilà, fallait qu'on accélère sans cesse. Euh, alors que on a commencé à faire du revenu nous sur la deuxième moitié de 2020. On a commencé assez tardivement. Déjà de 2015 à 2018, il n'y avait pas de société, hein. On était vraiment sur un projet juste qui était sur GitHub, qu'on faisait un petit peu vivoter. Et de 2018 à 2020, on s'était vraiment aligné avec les investisseurs pour
construire une énorme communauté d'utilisateurs. Donc même si on ne faisait pas de revenus, il y avait quand même une énorme base d'utilisateurs à soutenir, qui nous demandait de plus en plus d'améliorations, ce qui était super, hein, parce qu'on savait quoi faire. Euh, mais c'était aussi intense. Et donc tout de suite en 2020, on avait une équipe assez importante pour une équipe, une entreprise qui faisait pas encore de revenus. Donc, on s'est vraiment concentré fort sur le revenu sur 2021, 2022 pour que ça décolle. C'est ça qui nous a permis d'aller chercher notre série B. Et ensuite, on a vraiment calmé les recrutements pour notamment jusqu'à il y a 12-18 mois se concentrer vraiment très fort sur l'efficiency et donc réduire notre burn, améliorer des métriques comme le burn multiple, etc. Ce qui nous permet d'avoir une société extrêmement saine maintenant, mais ça a été aussi une grande traversée de 18-24 mois pour appliquer certains changements et en même temps continuer à grandir fort. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Au tout début, là, 2015-2018, vous faites comment pour manger? Vous continuez de faire le freelance? Vous avez quoi comme source de revenus? Alors en effet, on continue de faire du freelance. Ça a vraiment été notre notre moyen de survivre, de vivre. Euh, donc, on a publié le projet sur GitHub en octobre 2015. À ce moment-là, on est dans la quatrième année de nos études. Euh, on a fait chacun 3 années à éthique, mais qui étaient les 3 dernières années sur un programme de 5 ans. Donc, on est dans la quatrième année du cursus. Heureusement, l'école nous autorise à faire le stage de quatrième année sur Strapi. Euh, donc, ça veut dire qu'on n'a pas de rémunération via un stage, mais on a la chance de pouvoir passer 6 mois sur Strapi. Et donc, c'est évidemment 6 mois pendant lesquels on fait beaucoup de freelance parce qu'on doit se rémunérer. Et pendant 2016, pendant toute l'année 2016, donc la dernière année de nos études, on, on a pu faire, enfin c'était une année qui était censée être d'alternance. Et là aussi, l'école nous a autorisé à faire notre alternance sur Strapi. Là, ça veut dire que non seulement on n'était pas rémunéré, alors qu'en alternance, il y a des rémunérations qui commencent à être assez intéressantes quand on est étudiant. Et en plus, on devait payer nos frais de scolarité, parce que quand on est en alternance, ce sont les entreprises qui payent les frais de scolarité. Donc on s'est retrouvé fin 2016 à avoir fait une année de freelance pour euh, pour vivoter. Ça a payé sûrement pas nos frais de scolarité. Euh, donc on a les frais de scolarité, ça devait être entre 8 000 et 10 000 euros sur cette dernière année. Donc on est allé chercher tout ce qu'on pouvait en pré-étudiant. On est sorti de nos études complètement endettés, mais ça nous donnait aussi un peu un matelas en se disant bon, eh ben tant pis, si on rembourse ça dans 10 ans, on remboursera ça dans 10 ans. Euh, C'était un peu l'aventure, mais on était quand même des développeurs. On savait que si on, en un claquement de doigts, on allait trouver un CDI parce que voilà, il y Le avait marché toujours. de là, ouais. Ouais, voilà, le marché était là, donc on prenait des risques sans en prendre. Mais en tout cas, on a fini cette dernière année d'études, toute fin 2016, euh, endetté. On avait, on devait payer nos frais de scolarité et on n'avait pas été payé. Donc, c'est via les activités de freelance qu'on a pu être rémunéré. Sur l'année 2017, ça a été assez similaire. En tout cas, sur la première moitié, on a continué à travailler en freelance. On était même une petite agence web, en quelque sorte, hein. On facturait via nos auto-entreprises respectives, mais on travaillait ensemble sur ces projets-là. Et donc, sur toute la première moitié de 2017, qui était une année vraiment de transition, puisque sur toute l'année 2017, on était dans un incubateur qui s'appelle Upper, qui fait partie du réseau Paris Co. C'est un incubateur qui, heureusement, est gratuit, qui nous a donné droit à une subvention de 30 000 euros auprès de BPI France. Cette subvention, elle a principalement payé les locaux dans cet incubateur. Donc, c'est-à-dire que en 2017, on avait des locaux, c'était assez pratique et il nous coûtait entre guillemets rien. Donc, ça nous a vraiment permis de nous lancer. Et donc, voilà, toute la première moitié de 2017, on était à temps plein, quasi à temps plein sur le freelance. Ça nous a permis de mettre un peu d'argent de côté et à partir de mi-2017, de se dire, OK, on a 6-12 mois devant nous pour se reconcentrer à fond sur Strapi, sortir la nouvelle version qu'on voulait sortir à ce moment-là et aller faire une levée de fonds. Donc, à partir de juillet 2017, on a travaillé à fond sur cette nouvelle version qu'on a sortie en octobre 2017, exactement 2 ans après la première version.
Donc ça nous a permis de vraiment prendre en compte tout le feedback utilisateur. Et là, Strapi a vraiment décollé en termes d'usage. Et on a lancé notre levée de fonds en novembre 2017, qu'on a terminé le 25 juin 2018. Je me souviens encore de la date tellement elle a été dure, cette levée de fonds. C'était la première fois qu'on levait des fonds. On connaissait rien du tout à l'écosystème. On avait zéro contact. Et donc, c'est une levée de fonds qui a été très difficile, mais heureusement, on a réussi à lever. Et à partir de ce moment-là, on a pu mettre complètement de côté le freelance et ne jamais y retourner parce que ça nous déconcentrait quand même beaucoup, beaucoup du produit. On faisait 90%, 90% du code était pour des choses sur mesure pour nos clients. Quand tu dis que c'était dur, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans le processus de levée de fonds? Il y avait des codes. Il y avait des codes, des mécanismes. Enfin, nous, faut se rappeler qu'on, enfin, on sortait d'études et tout d'un coup, il fallait qu'on fasse des intros à un tel ou un tel. Ouais, qu'est-ce que c'est qu'une intro? Comment est-ce qu'on fait ça? Et puis voilà, après, on s'habitue, on comprend le principe. Euh, et en fait, ce qui était dur, c'était aussi que bah, les investisseurs, ils suivent beaucoup les avis des autres et tant qu'il n'y a pas un peu un momentum qui se crée, la machine, elle n'est pas en route et en fait, on se prend des noms sur noms. Et par exemple, euh, Kima nous a dit non dans un premier temps, et Jean-Patrice Ancio, qui est maintenant chez Isaïe, mais qui à l'époque était chez BPI France F3A, c'est lui qui a été le premier à croire en nous. Il avait investi chez Livestorm, qui étaient des très bons amis d'école aussi, la promo juste avant nous. Et il nous a suivis un petit peu en amont. Et lui, on sentait qu'il y croyait. Et quand on lui a dit que Kima avait dit non, il a recontacté Kima, mais avec enfin, auprès de la personne un peu plus technique qui s'appelle Alexis Robert. Et on a rencontré Alexis et en 24 heures, peut-être même pas, on a eu le oui de Kima. Et quand j'ai dit à tous les angels qui avaient dit non précédemment, en fait, on a Kima, tout le monde s'est mis à dire oui. Et donc c'est ça qui est dur, c'est que faut réussir à avoir les premiers oui, hein, les premiers oui en fait qui appellent les autres. Donc voilà, c'est beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance et un peu Et, d'optimisme et bien du nécessaire. coup, quand on a un petit peu d'argent après avoir galéré tout pendant 3 ans, comment on prend la décision d'investir? Sur quoi est-ce qu'on n'a pas un peur par moment d'investir sur des mauvaises choses? Et comment vous vous êtes structuré justement sur les premiers recrutements? Parce que vous n'aviez pas non plus d'expérience de recrutement après avoir pas eu d'expérience de levée de fonds. Euh, Ouais, bah, tout a été nouveau et toujours des choses qui continuent de l'être. Je crois que c'est ça qui fait que l'aventure est passionnante aussi. Euh, donc, nous, dans un premier temps, enfin, le montant ça semblait phénoménal. On a levé 850 000 euros. Au moment où on a reçu l'argent sur les comptes, le compte de la boîte était à moins 30 000. Notre banquier nous avait autorisé à faire un découvert et je crois qu'il était même pas trop autorisé à le faire. Euh, et heureusement, ça nous a permis de sauver la boîte et de tenir jusqu'au closing et jusqu'à l'arrivée des fonds. Donc autant dire que quand il y a 850 000 euros qui sont tombés, nous c'était la folie. On était très très heureux. Et donc on s'est dit, on va être prudent. On va pas recruter 100 personnes, mais plutôt quelques-unes. Et voilà. Donc c'est vraiment plus dans cet état d'esprit-là qu'on était. Et donc, comment est-ce qu'on a décidé? C'était il y a longtemps, mais je pense que voilà, on a fait une spreadsheet tout simplement en listant rôle par rôle ce qui nous semblait le plus essentiel. Et je pense que c'est assuré que le cash nous dure au moins 18-24 mois avec ce plan de recrutement. Donc en fait, ça nous a permis de très vite prioriser si quel rôle était essentiel ou n'était pas. Euh, tu nous as dit que vous aviez fait un gros pivot sur l'efficiency il y a maintenant quelques mois. Vous avez aussi plusieurs business models et on n'a pas détaillé les business models de Strapi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a forcé à vous remettre en question et aller chercher de la rentabilité et aussi aujourd'hui, quels sont les business models et comment vous en êtes arrivé à ces business models-là? alors sur ce qui nous a poussé à aller chercher un petit peu l'efficiency, c'est que le marché a complètement changé. En 2020-2021, l'argent était gratuit, je pense, pour les startups, sûrement un peu trop d'ailleurs. Et donc, c'était facile de lever des fonds. Et puisque c'était facile de lever des fonds, c'était la course à la croissance à tout prix. Les investisseurs
pousser les startups à dépenser plus, à recruter plus pour grandir plus vite parce que la startup d'à côté qui était concurrente, eh bien, elle avait peut-être levé encore plus et donc elle allait Encore plus vite. accélérer plus fort. Exactement. Et donc voilà, c'est ce qu'était le marché. Donc je sais même pas si on peut le reprocher aux investisseurs. Les investisseurs, ils voient que bon, l'argent est gratuit. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savaient aussi que ça allait pas durer. Je pense qu'on était beaucoup d'entrepreneurs aussi à le savoir, hein. Il y avait quand même une petite anomalie dans le marché. Et donc voilà. Donc beaucoup de startups dans l'écosystème se sont mises à beaucoup dépenser. Et le marché s'est quasi écroulé quand même, je pense qu'on peut le dire, à partir en gros du 1er janvier 2022. La mauvaise nouvelle pour nous, c'est que nous, on avait levé notre série A début 2020, dépensé un peu d'argent, et on avait prévu de lever notre série B en Q2 2022. Et donc, je me souviens encore du board meeting de janvier 2022, où tout venait de s'écrouler, et on est en board meeting, et je pose la question, mais en fait, là, tout vient de s'écrouler, nous, on prévoit de lever notre série B cette année, on ferait peut-être bien de se dépêcher, de même pas attendre Q2, et nos investisseurs nous disent contrôlez ce que vous pouvez contrôler, donc notre croissance, et on verra, on reste sur la timeline. Donc on a quand même commencé notre process de levée de fonds en avril 2022, donc on était déjà en Q2. Le marché était bien pire qu'il l'avait été déjà en janvier. Donc je sais pas si on a bien fait d'attendre ou pas, mais heureusement on a réussi à faire notre levée de fonds. À une... Elle a été très dure, on s'est pris je pense 50 non pour 2 oui. Mais il a suffi de deux, et surtout il en a suffi d'un pour créer un effet de levier sur la valo sur le deuxième. On a levé 150 fois notre valo, enfin 150 fois notre ARR, ce qui est énormissime. C'est aussi un jeu dangereux parce qu'après il faut un peu catch-up sur la valorisation quand on parle de marché un peu plus réaliste. Donc en fait, nous, voilà, on a eu la chance de faire cette levée de fonds en Q2 2022. On laisse 30 millions et on se dit, on a eu chaud. Euh, parce que si on n'avait pas levé, ben, je pense qu'il aurait fallu dire stop à la moitié de l'équipe, et la trajectoire n'aurait pas été la même. Donc, on laisse ces fonds, on continue à peine de recruter parce qu'on se dit, bah, quand même, on a 30 millions, faut qu'on continue à investir dans notre croissance. Et on voit bien que le marché, il va pas du tout aller mieux. Donc, on commence à définir un petit peu un plan d'action. Et donc, oui, on a dû faire quelques licenciements. On a dû faire 8 licenciements économiques en février 2023. Et il y a des rôles qu'on n'a pas remplacés. On a stoppé après avec d'autres personnes, pas pour des raisons économiques, voilà, pour d'autres raisons. Et donc, là où on a été 90 fut un temps, on est 65, à peine 65 maintenant dans l'équipe. Et pour autant, on ship plus vite que jamais. Et notre croissance en ARR est plus forte que jamais. Et on a divisé notre burn par 4 par rapport enfin, entre Q1 2025 et par rapport à là où on était à Q1, ouais, là où on était il y a 18 mois, on burn 4 fois moins. Et du coup, comment on maintient une cohérence dans l'entreprise quand on a ce type d'événement qui surgit? Et comment on rassure ceux qui restent que c'est pas les prochains? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'était un vrai sujet d'embarquer un petit peu l'équipe dans ce long voyage qui était celui de l'efficiency. Donc idéalement, enfin, quand on doit faire des licenciements, il faut couper qu'une seule fois, parce que en fait, il y a rien de pire que euh, couper plusieurs fois, parce qu'en fait, l'équipe perd totalement confiance dans l'équipe dirigeante, parce que ils se disent, bah en fait, c'est peut-être moi le prochain sur la liste. Et donc, c'est vraiment le scénario qu'il faut éviter. Ça, c'est le premier point. Il faut aussi montrer, enfin vraiment expliquer à l'équipe pourquoi c'est important. Je pense que nous, justement, quand on a fait les 8 licenciements, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais beaucoup sur l'émotion. C'était la première fois qu'on le faisait. C'est la première fois que je le faisais en tant que CEO parce que Strapi, c'était la seule boîte que j'ai gérée. Donc voilà, moi, ça m'affectait beaucoup euh, de dire stop à des personnes qui avaient contribué au succès de la boîte. Mais en fait, il faut montrer de l'empathie, mais il faut aussi montrer de la réassurance et dire que euh,
c'est pas cool, c'est dur de faire ce choix, mais c'est nécessaire. Et ma responsabilité en tant que CEO, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas tout le bateau qui coule, parce qu'en fait, sinon, on sera tous à l'eau. Et donc, c'est vraiment ça qu'il faut expliquer à l'équipe. Et idéalement, il faut que ça se voit dans les mois qui suivent. Et quand je dis ça se voit, c'est que justement le burn réduise. Et je parle de ça parce que nous, enfin, ça a eu un vrai impact sur le moral de l'équipe dans les mois qui ont suivi, euh, puisque bah, tout le monde, bah, voilà, c'était un moment qui était dur. Et nous, vraiment, c'est en juin 2024, quand vraiment on est sorti d'un coup de cette époque où on burnait trop. On a eu une super croissance d'ARR, aussi, enfin voilà, parce qu'il y avait il y avait vraiment les top performers dans l'équipe. Et en même temps, le burn a diminué. Et l'équipe, enfin, moi le premier, il a fait, oh, il s'est passé quelque chose là. Ça y est, les chiffres sont bien meilleurs. Et donc, on s'est dit, bon, refaisons-le le mois d'après. Faut pas que ce soit juste un one shot. Et ça s'est repassé le mois d'après, et le mois d'après. Et en fait, il s'est passé 3, 6 mois et maintenant 9 comme ça. Et en fait, ça a eu un impact direct sur le moral de l'équipe. Et je pense qu'en termes de légitimité, l'équipe s'est vraiment dit, ah ouais, ok, ça n'a pas été simple cette période-là, mais ils nous ont emmenés sur, sur un endroit qui est meilleur. Et en fait, on est vraiment bien dans ce bateau-là. Voilà. Et donc, on a même vu des gens qui étaient partis, qui sont revenus chez Strapi. Évidemment, c'est que les top performers qu'on réaccueille dans ces cas-là. Donc voilà, ça a été un peu long, mais nécessaire. Et du coup, le fait d'être à distance dans cette période-là, ça complexifie les choses ou pas pour toi? Je pense que ça peut les simplifier. Euh, euh, ça peut être un peu dur ce que je vais dire, mais ça peut être plus facile de stopper avec des gens en ligne. Les offboardings sont différents. Ils peuvent m'être un peu étranges parfois. Bah, quand tout d'un coup, bah, il y a une personne qui quitte l'équipe volontairement, involontairement, mais bah, on continue et sur Slack, bah, la personne n'est plus là. Et c'est vrai que ça surprend parfois, mais vraiment quel que soit le scénario, hein, enfin une fin positive, un peu moins positive. Euh, et par contre, oui, il y a peut-être un petit peu moins des discussions pour parler du sujet, pour comprendre quelles sont les craintes des gens. Ça, ce sont des signaux qu'on capte un petit peu moins. Ouais, je comprends. On n'a pas parlé des business models dans ma En question effet. précédente. Je te laisse nous expliquer un petit peu comment vous en êtes arrivé à ces différents business models et aujourd'hui, comment bah, vous embarquez les commerciaux sur ces business models-là. Alors, Strapi, donc ça, initialement, enfin, c'est un projet open source. C'est par ça qu'on a commencé. C'est ça que je voulais dire initialement. Et donc, qui dit open source dit gratuit, complètement gratuit. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on avait dans notre première levée de Précide. C'était ah c'est gratuit, c'est open source donc c'est gratuit donc vous ferez jamais de revenus. Euh, j'ai horreur de cette question et coucou aux investisseurs qui nous ont dit non à ce moment-là à cause de ça. Il se trouve qu'il y a des business models qui existent autour de l'open source et qui fonctionnent très bien. Chez Strapi, on en a deux. Et on a commencé par l'open core. L'open core, ça consiste à avoir une extension du projet open source. Et cette extension, elle contient des fonctionnalités additionnelles. Donc typiquement, ce sont des fonctionnalités de collaboration ou de compliance. Ce sont des fonctionnalités comme single sign-on pour sécuriser l'accès à l'outil, comme review workflows pour contrôler le contenu qui va être publié, mais avant qu'il soit publié, content history pour voir l'historique d'une entrée qui est gérée dans le CMS et revenir à une version précédente. Ça inclut du support aussi. Et donc, ces fonctionnalités-là, elles plaisent beaucoup aux grosses entreprises. Une entreprise, elle veuille mettre en place single sign-on, etc. C'est que c'est une entreprise de taille assez importante. Euh, ou en tout cas que le projet est bien critique. Et donc, nous, on est passé d'une communauté d'utilisateurs qui payaient rien du tout, de développeurs individuels qui adoraient le côté open source, à de très grosses entreprises
qui appréciaient le fait que Strapi peut être hébergé sur leur propre serveur au lieu d'utiliser une solution SaaS et qui ont besoin de ces fonctionnalités-là. Donc tout de suite, on a eu des gros logos et on a vendu ces fonctionnalités-là. Donc très vite, il a aussi fallu construire une équipe commerciale parce que ces entreprises, elles achètent via une équipe commerciale. Elles vont pas aller sur le site, mettre leur carte de crédit, etc. Et elles ont des process bien spécifiques. Et elles ont besoin de documents bien spécifiques, etc. Donc, on a commencé avec ce business model-là fin 2020. On a fait grandir l'équipe sales en 2021, 2022, avec le recrutement d'une VP of Sales. Et voilà. Donc, ça s'est bien passé. C'est un business model qui est assez coûteux parce qu'il est très enterprise. Euh, voilà, il faut vraiment construire une équipe commerciale. Et en plus, sur les années 2022-2023, les entreprises ont aussi fait vraiment attention à leur budget. Tout ce qui était outils assez chers, eh ben, elles revoyaient toujours leurs dépenses parce qu'elles ont serré les vis sur beaucoup d'aspects. Le deuxième business model, c'est Strapi Cloud. C'est une plateforme d'hébergement pour les projets Strapi. Donc, si tu utilises Strapi, tu peux l'héberger sur ton compte Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Microsoft Azure, OVH, etc., etc. Et donc, ça te donne beaucoup de liberté, mais il faut aussi que tu configures des serveurs. Si tu as un pic de trafic, il faut que tu le gères, etc., etc. Et donc, euh, ça veut aussi dire que les développeurs, qui sont souvent des développeurs front-end qui utilisent Strapi, il faut qu'ils demandent à leur équipe DevOps, donc les personnes qui configurent les serveurs, de mettre en place un environnement pour eux. Ça fait beaucoup d'allers-retours, ça retarde les lancements de projets. Donc Strapi Cloud, c'est beaucoup plus simple que ça. En un clic, ton projet il est en ligne et on s'occupe de tout le reste. C'est un business model qui est très PLG, Product Led Growth, c'est-à-dire que le prix il est à 379 $ par mois maximum, ça commence même à 15 $. Et donc, on vise les utilisateurs qui ont une carte de crédit et idéalement vont même pas nous parler dans le process. Ils vont voir la valeur du produit par eux-mêmes, s'inscrire et puis ils se lancent. Voilà. Donc c'est un produit qu'on a lancé il y a 2 ans. C'est un produit qui, en termes de net new ARR, donc l'ARR qu'on accumule tous les mois, churn inclus, il fait plus que l'Enterprise Edition maintenant. Donc c'est un produit qui fonctionne très bien, qui est très efficient puisque les gens achètent d'eux-mêmes. Ils prennent un peu de temps juste s'ils ont des questions techniques, mais ça nous prend assez peu de temps d'un point de vue support et aucun d'un point de vue commercial. Donc ça a été donc voilà, ça fait qu'on a deux business models qui sont très complémentaires et ça a été aussi une grande transition en interne puisque le virage qu'on a fait, donc il y a un virage un peu euh, down market. La plupart des entreprises SaaS vont up market, commencent par des petits clients et vont chercher des plus gros par la suite. Nous, on a commencé par des gros clients et là, on est allé chercher des plus petits et on ira rechercher des plus gros plus tard. Mais on a vraiment plus une stratégie de volume. Et donc, ce virage down market, il a été assez douloureux parce que il a fallu beaucoup d'éducation auprès de l'équipe sales pour faire comprendre que c'était pas un concurrent ce produit ou cette approche, mais que c'était vraiment quelque chose de complémentaire pour s'adresser à des clients plus petits qui de toute manière n'auraient jamais payé pour les packages enterprise et qu'en fait maintenant les personnes qui viendraient pour les packages enterprise sauraient déjà un petit peu quel serait l'ordre de grandeur du prix parce qu'ils savent que ce serait forcément plus cher que les plans qu'on a sur le self-serve. Donc voilà, ça a été beaucoup d'accompagnement en interne et on a eu des moments où j'ai eu beaucoup de pushback, des personnes qui disaient non, c'est pas là qu'il faut qu'on aille, etc. Et donc au niveau de l'équipe leadership, ben, on n'était pas toujours alignés et du coup on tentait autant que possible de s'aligner. Il a fallu stopper avec certaines personnes. Ça a fait partie du jeu et ça a permis de s'assurer qu'on avançait tous dans la même direction. Et je crois que c'est souvent ce qui est le plus important. Parfois, même si la direction est pas bonne, je crois que c'est le plus important, c'est d'avancer dans une direction, parce que sinon, quand on regarde tous dans des directions différentes, on n'avance juste pas. Et il s'est trouvé qu'apparemment c'était la bonne direction, parce que les chiffres sont là pour le pousser. T'as dit que vous aviez eu tout de suite des gros noms. Est-ce qu'il y a un gros nom qui a changé la donne et qui en a attiré d'autres et qui vous a permis de passer un cran? Alors, c'est dur d'en attirer d'autres via un logo, parce que on peut rarement communiquer sur ces logos-là.
Mais Adidas c'est un bon exemple. Airbus est un autre exemple. Je les cite parce qu'ils vont être speakers à StrapiConf qu'on organise dans 2 semaines. Mais on a aussi beaucoup de logos aux États-Unis. Euh, voilà. Je peux pas les citer malheureusement. Et du coup, le fait que tu aies beaucoup de logos partout dans le monde, ça a dû complexifier l'organisation des commerciaux. Comment vous attribuez des zones géographiques ou des comptes? Et puis d'ailleurs, il faut que des commerciaux qui soient capables de parler, j'imagine, plusieurs langues ou être capables de connaître les cultures de différents pays. Ouais. Alors, en toute transparence, à l'heure actuelle, on n'est pas aussi localisé qu'on pourrait l'être. On a 3 accounts exécutives. On a une personne aux États-Unis, 2 personnes en Europe, et après on a aussi enfin une head of sales, un sales engineer, tout, enfin, mais vraiment si on parle des accounts exécutifs, c'est comme ça que c'est réparti. Et en Europe, c'est une personne au UK et une personne en Allemagne. Donc ça permet quand même d'avoir un petit peu un ancrage local. Et en termes de région, on répartit vraiment, enfin, tous les leads entrants en IMIA, tous les leads entrants sur la région AMER, donc même si c'est pas aux États-Unis, mais que c'est sur l'Amérique du Sud, c'est la personne aux États-Unis qui va les prendre, même si ce sont les États-Unis qui restent notre plus gros marché. Et donc oui, on pourrait sûrement être plus localisé, mais ça demande aussi d'avoir une personne dans chaque pays. On y viendra peut-être à terme, mais à l'heure actuelle, il en est pas question. Par contre, on est ultra localisé via une stratégie très précise qui est celle des partenaires. On travaille avec des agences digitales dans le monde entier et ces agences digitales font partie d'un programme qui est notre partner programme et qui a différents niveaux et les partenaires montent dans différents niveaux en fonction du revenu qu'ils nous génèrent. Et plus ils sont à un niveau élevé, plus on va aussi leur renvoyer des opportunités. Et ces acteurs ont la connaissance locale. Donc, on travaille qu'en anglais avec eux, mais on a des partenaires dans plein de pays différents, jusque dans le Middle East, où le business se fait aussi d'une manière un peu différente. Et en fait, ça permet d'avoir cet ancrage ultra local. Même en France, enfin, on a des partenaires qui savent très bien comment naviguer dans des grands comptes comme Chanel, etc. Et donc, on travaille vraiment en collaboration et ça fonctionne très très bien. Est-ce que dans la vie de Strapi, il y a eu des moments où tu as eu des doutes, toi, en tant qu'entrepreneur, sur ta capacité à continuer à porter l'entreprise jusqu'à son prochain niveau de développement? Ah oui, oui, j'ai toujours un syndrome de l'imposteur. D'accord. Comment tu le soignes? Comment je le soigne? Euh, j'essaie de me rappeler qu'on a quand même fait un projet open source qui est assez connu, qu'on a réussi à faire quelques belles levées de fonds, qu'on a une équipe extraordinaire, que je me régale tous les jours parce que le projet me passionne, parce qu'on a créé une communauté énorme. Donc voilà, je me rappelle tout le positif, tout simplement. Et du coup, quel rituel vous avez mis en place avec tes associés pour continuer d'être alignés? Ouais, bonne question. Alors, il y a de nos cofondateurs qui est parti il y a un an. Il avait un petit peu de mal à trouver sa place maintenant que l'équipe avait grandi. Donc voilà, ça s'est très bien terminé. Ça pouvait pas mieux se terminer. On est resté, voilà, on est toujours amis, on est toujours en contact. Et donc, ce qu'on faisait toutes les semaines à trois, c'est qu'on avait 1 heure de founders meeting et on parlait de sujets, en particulier sur des sujets culture, people, pour vraiment s'aligner sur la culture de la boîte déjà, s'assurer qu'on travaillait avec des gens avec qui on avait du plaisir à travailler. Parce que c'est ce qui est le plus important. Et aussi régulièrement, que ce soit parfaitement formalisé, mais c'était au moins 1 fois par an. On faisait un point sur ben comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas dans la boîte. Euh, Si on montait une autre boîte, qu'est-ce qu'on ferait différemment? C'est une question que j'adore me poser parce que quand on se dit ah mais si je remontais une boîte, ça je le ferais différemment. Mais en fait, il faut pas attendre. Le laboratoire, il est là, il est sous nos yeux et il faut faire le changement maintenant. Donc ces points réguliers nous ont toujours aidé à
s'aligner, s'écouter. Et je pense que c'est absolument essentiel. La relation entre cofondateurs, c'est la fondation de tout. Et j'ai de la chance d'avoir Aurélien et Jim en cofondateur. Et on peut se dire les choses, on s'écoute. Parfois, on n'est pas d'accord, mais on disagree and commit. On fait des compromis. En général, c'est pas une décision qui va tout changer. Donc voilà. Ouais, juste. Est-ce que tu as des exemples de choses justement que tu t'es dit, si je monte, enfin, des exemples par rapport à ce que tu nous disais là, de si je remontais une entreprise, qu'est-ce que je ferais différemment, qui te viennent en tête? Euh, ouais, je pense qu'on recruterait pas si vite, on se concentrait plus sur les plus petits comptes. Donc, en fait, c'est aussi des choses qu'on a mis en place maintenant. Par exemple, le virage product-led growth là dont je parlais, c'est quelque chose où on s'est dit, waouh, sur le premier business model, on est monté en enterprise super vite. Et du coup, on s'est beaucoup écarté de nos premiers utilisateurs, du projet open source pour vraiment créer des différenciateurs pour les entreprises. Du coup, sur le deuxième, on s'est dit, ah ouais, ok, on va faire ça différemment. Euh, Quoi d'autre? Euh, je pense que sur le côté télétravail, 100%, c'est un super avantage. Mais on a aussi appris que le mieux dans le télétravail, c'est de se voir de temps en temps. Et ça, on a appris à beaucoup mieux le faire. Moi, je vois plusieurs personnes de l'équipe beaucoup plus souvent qu'avant, et on autorise plus les gens à se voir. Ça, c'est quelque chose aussi où on a été un peu extrême. Nous, enfin, typiquement, quand ça a commencé à déconfiner, on a dit aux gens, on n'est pas plus de 2 jours au bureau parce qu'on voulait pas créer une culture hybride où les gens sont au bureau et d'autres personnes gravitent autour. Et donc, on a été assez radicaux. Euh, et ça fait qu'on se voyait vraiment plus. Et je pense que c'est vraiment important de se voir de temps en temps. Et ce que je veux dire aussi par là, c'est qu'on non seulement on est 100% en télétravail, mais on est dans 12 pays différents et ça implique aussi beaucoup plus de complexité. C'est une vraie chance, enfin, sur plein d'aspects. On est plus proche de tout ce qui se passe dans le monde. On a une personne en Ukraine jusqu'à il y a 2 mois. Euh, et donc tout de suite on est un petit peu plus près de ce qui se passe. Une personne au Liban. Voilà, donc par rapport à la géopolitique mondiale, ça apporte des choses assez intéressantes. Je sais pas si c'est le bon adjectif, mais je sais pas comment le décrire exactement. On a une personne on a ouais, une personne en Zambie, on a une personne au Brésil, on a des gens aux États-Unis, au Canada. Donc c'est une vraie richesse culturelle. C'est un petit peu plus de complexité logistique. Même là, on va organiser notre off-site annuel. Bah, faut gérer des visas, etc. Par rapport à un 100% télétravail, 100% européen ou français. Voilà, c'est des choses qu'on a. C'est peut-être un petit peu compliqué la tâche sur certains aspects, mais voilà, c'est pour et c'est Et contre. du coup, par rapport à cet onboarding, enfin, par rapport à cette distance qu'il y a par rapport au fait d'être en remote, vous avez mis en place des choses spécifiques pour l'onboarding pour que les gens se connaissent? Ou Ouais, c'est un peu à chacun d'aller rencontrer les différents parties prenantes de l'entreprise? c'est ultra structuré. Nous, on est là pour faire en sorte que les personnes soient dans une position de succès. Et donc, le process de recrutement est très, très structuré. Et il y a déjà des rencontres. Une personne qui a fait tout le process de recrutement, elle a rencontré 7-8 personnes dans l'équipe. D'accord? Donc, il y a déjà plusieurs connexions qui sont faites. Et quand la personne nous rejoint, il y a un onboarding qui dure 2 semaines. Et c'est l'onboarding générique, c'est même pas l'onboarding sur le poste lui-même. Et c'est un moment où la personne va devoir aller lire beaucoup de documentation dans Notion. On documente, on a un companion book qui est très, très complet. On va aussi euh, faire des rencontres avec tous les head of department pour toutes les nouvelles personnes. Et chaque personne a aussi un buddy, donc une personne qui va accompagner la nouvelle personne, qui va répondre à toutes les questions. Mais c'est forcément une personne qui est d'un autre département que la nouvelle personne. Voilà, donc on a beaucoup de choses qui sont très structurées. Super. Qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi dans ces 10 ans aujourd'hui d'entrepreneuriat? Euh, euh, c'est tellement varié, mais j'ai beaucoup appris. Moi, j'aime à dire que enfin, les trois choses qui me motivent, c'est un,
La communauté, c'est faire quelque chose pour des milliers d'utilisateurs. Deux, c'est l'équipe, avoir des personnes qui apportent quelque chose de nouveau, dont on apprend tous. Et trois, c'est ce que j'apprends sur moi-même. C'est plein de choses, c'est de la communication, de la confiance en soi, euh, du développement personnel de manière générale, c'est la relation humaine, c'est ouais, c'est mille choses. En termes d'ambition, tu vas amener Strapi où? On n'a pas de limite. Notre vision, c'est de faire le CMS le plus connu. Donc voilà, il y a un CMS que tu as cité avant. C'est notre mission de faire mieux. Donc on a encore du chemin, encore plein de choses. Et voilà, c'est ça qui nous motive tous les jours. Avant de passer le quiz, dans le quiz improbable, est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées et que tu aurais aimé que je te pose? Non, non, j'avais prévu aucune question, mais donc non, non, je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de sujets. Ouais. C'est très bien. Alors, je suis assez d'accord. On va passer dans le petit quiz improbable. Je rappelle la règle, tu as un joker. Donc, s'il y a une question auquel tu veux pas répondre, t'hésites pas à l'utiliser. Est-ce que tu es D'accord. plutôt thé ou Combien café? de questions? Combien de questions au total? Oh, il y a, j'ai une liste de 12 questions, mais j'en fais 5, 6 en général. D'accord. Pour savoir si je dois utiliser mon joker. Tôt ou tard? Première, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. T'en prends combien par jour? 3. Oh, c'est donc t'es petit consommateur. Ouais, mais j'ai eu des périodes où c'était beaucoup plus. Je me soigne. Si Strapi pouvait parler, quel serait son mot préféré? CMS. C'est le premier mot qui me fait. Voilà. Euh, Si tu pouvais embaucher un super-héros comme co-CEO avec toi, qui choisirais-tu et pourquoi? un super-héros. Superman parce qu'il vole et il va super vite. Et il faut qu'on aille absolument très très vite. Quelle chanson pourrait être l'hymne de Strapi? Waouh. Euh, Joker. Si tes concurrents étaient des personnages de dessin animé, qui seraient-ils? Ouais, j'allais dire les trois petits cochons, mais faut pas qu'il y en ait un seul qui résiste. Euh, je sais pas, le vilain petit canard, hein, ils sont pas très bons. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Bizarre, hein. Ouais. Ou Non, qui mais j'ai te... toujours bien mangé. Bon. Est-ce que tu es plutôt gastro ou McDo? Gastro. Si tu pouvais voyager dans le temps, est-ce qu'il y a une période à laquelle tu aurais aimé entreprendre? Entreprendre. 2025. Donc on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Et c'est révolutionnaire là avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est possible de faire. C'est effrayant, mais c'est des vagues incroyables à surfer. Et enfin, dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu as dans ton bureau? Même si tu n'as pas vraiment de bureau. Alors j'ai bel et bien un bureau dans un espèce de coworking et je suis en train de faire le tour. Hmm. Je suis assez minimaliste, donc en fait il y a très peu de choses. Ça me paraît même un peu vide. Euh, le tour, ouais, c'est pas moi qui l'ai mise, mais j'ai une plante avec un peu du coton à la place des fleurs. C'est ouais, assez particulier. Je sais pas d'où ça vient. C'est comment il l'a Écoute, mis en place. Pierre, merci beaucoup pour ton temps. Avant de se quitter, si des auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? LinkedIn. Et des dernières questions, qui est-ce que tu me suggérerais d'inviter pour passer à ta place la prochaine fois? C'est juste une précision sur LinkedIn, quand vous m'envoyez une connexion, mettez un petit mot avec, sinon il y a des chances que je la passe. Tu pourrais discuter avec Félix Malfait, qui est le fondateur de Twenty, qui est un nouveau CRM open source et qui a revendu une précédente boîte à Airbnb. D'accord. Voilà, je pense que ça peut être intéressant sur le côté emmener une entreprise jusqu'à l'acquisition et en créer une nouvelle après. Pourquoi? Comment?
Eh Ouais, ben je super. pense que ça peut être une bonne discussion. Eh ben écoute, je le contacterai de ta part. Super. Écoute, merci. À très bientôt, Pierre. Merci à toi. Bonne matinée. Merci, bonne journée.